Bonjour. Ah, je vois que vous n'avez pas votre billet, je vous invite à aller à la billetterie, tout au fond du couloir. Bon spectacle. Bonsoir, je suis très heureuse de vous revoir. Vous connaissez le chemin. Passez une excellente soirée. Bonsoir monsieur. Merci. Bonne soirée, bonne présentation. Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette séance de présentation de saison dans un format un peu nouveau. C'est la première fois en effet que nous vous accueillons au théâtre avec une présentation au format vidéo. Je ne reviens pas sur les contraintes physiques qui nous empêchent malheureusement de vous accueillir physiquement ici à l'auditorium, mais sachez simplement que durant les dernières semaines, nous avons travaillé d'arrache-pied à préparer une saison culturelle 2020-2021 qui démarrera donc dès la rentrée prochaine comme d'habitude. Sachez simplement que les 3 spectacles qui ont été annulés au printemps dernier, c'est-à-dire Adieu Monsieur Hoffmann, Les Grands Rôles et Virtuoso, et bien sur ces 3 spectacles, 2 ont pu être reportés, Adieu Monsieur Hoffmann et Les Grands Rôles. Quant au 3e, Virtuoso, le concert de l'Orchestre National de l'Île-de-France, nous n'avons malheureusement pas pu le reporter, mais une alternative sera proposée aux personnes détentrices de billets. Sachez également qu'à l'heure à laquelle je vous parle, nous nous projetons sur une réouverture à la rentrée dans les meilleures conditions possibles. D'ores et déjà, nous avons mis en place un protocole sanitaire qui puisse nous permettre de vous accueillir en toute sécurité, soit seul ou en famille ou avec des amis. Et ce protocole sera mis en œuvre en fonction de l'évolution de la situation. Nous sommes donc prêts à vous accueillir. Alors à quoi va ressembler cette nouvelle saison? Si je devais vous en tracer les contours, je vous dirais que c'est une saison qui vous permettra, qui nous permettra, tous ensemble, de nous évader, de partir en voyage dans des univers connus ou moins connus. Ça suppose de se laisser surprendre, par exemple, par des spectacles qui mêlent les univers artistiques. Je pense à un spectacle qui vous sera proposé à l'automne prochain qui s'appelle Flea, qui mêle la danse hip-hop avec la danse contemporaine, les arts du cirque, le mime. Je pense également à un spectacle de magie qui mêle les arts numériques et qui aborde le sujet de l'intelligence artificielle, par exemple, sous l'angle ludique. On pourra se laisser surprendre également par la sincérité avec laquelle se livrent 2 humoristes que nous avons invités la saison prochaine, qui s'appellent Alex Ramirez et Bérangère Krief. On pourra se laisser surprendre par d'incroyables destins, ceux de la chanteuse et comédienne Arletty, de scientifiques comme Marie Curie ou Alan Turing, qui avaient pour point commun d'aimer la liberté à tout prix, de ne pas se contraindre aux conventions du moment, de s'affranchir de codes et d'avoir fait beaucoup pour faire avancer le progrès scientifique, la place des femmes dans la société ou le droit à la différence. On pourra se laisser surprendre également en découvrant ou en redécouvrant des classiques avec des œuvres de Mozart ou de Molière. Et quant aux plus jeunes, ils pourront découvrir ou redécouvrir des auteurs qu'ils ont connus ou qu'ils connaissent, sur lesquels ils sont en train de travailler, que sont Jules Verne ou encore les frères Grimm. Voilà, c'est une saison qui, comme d'habitude, contient beaucoup de propositions de diverses disciplines qui permettront à chacun de s'y retrouver et dont nous espérons qu'elles sauront vous séduire. Nous démarrons la saison avec un spectacle qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffmann. Adieu Monsieur Hoffmann avait été initialement programmé au printemps dernier et nous avons pu le reporter. Nous avons la chance d'avoir pu trouver une date. Adieu Monsieur Hoffmann est une pièce de théâtre qui a été écrite par un auteur qu'on aime beaucoup ici, puisque il a déjà travaillé sur des pièces qu'on a reçues, qui s'appelle Jean-Philippe Daguerre. Et donc, ce sera le spectacle qui ouvrira la saison. Alors, c'est une façon pour nous de reprendre le fil de l'histoire là où elle s'était arrêtée, au printemps dernier. Et depuis, en fait, il y a des nouveautés, puisque nous avons appris que Adieu Monsieur Hoffmann allait faire l'objet d'une adaptation cinématographique qui sortira sur les écrans en janvier 2021, avec dans les rôles principaux, notamment, Daniel Auteuil, Sarah Giraudot et Gilles Lelouch. Alors, je rappelle l'histoire, qui est inspirée de faits réels. Monsieur Hoffmann, nous sommes en 1942, Monsieur Hoffmann est bijoutier et il tient boutique à Paris et il est juif.
Et en tant que juif, évidemment, il est exposé à des dangers du fait de la situation et de la présence des Allemands, des nazis à Paris. Il demande donc à son employé, qui s'appelle Pierre Vigneault, de le cacher. Pierre Vigneault réfléchit et lui a un autre problème qui est d'une autre nature. En effet, il est stérile, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc il propose à M. Hoffmann un marché. Ce marché est le suivant. Il lui propose de faire un enfant à sa femme, en contrepartie de quoi il accepte de le cacher. Alors ce sont deux destins qui se rencontrent de façon tout à fait improbable. Et là, on touche véritablement à l'intime, on est au plus près des personnages. Et on se pose évidemment la question de savoir comment est-ce qu'on aurait réagi à leur place face aux dangers auxquels ils font face quotidiennement. L'histoire, l'intensité dramatique s'installe tout doucement jusqu'au dénouement final. C'est un spectacle qui vous prendra aux tripes. C'est un spectacle qui est, comme dirait M. Hoffmann, un bijou de théâtre. Je vous laisse regarder quelques images. Étant donné le boycott organisé que subit tout commerce juif en ce moment, Pierre, je veux vous céder le magasin. Monsieur Hoffmann, j'aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec Isabelle le temps qu'elle tombe enceinte. Vivre avec son patron planqué au-dessus de nos têtes. Contre. Ça devient trop dangereux, monsieur Hoffmann s'est engagé à s'en aller d'une manière ou d'une autre. Pour. C'est la première fois que je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Nous serons donc à égalité. On va faire ça dans votre bureau. Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Sur un lit, dans votre bureau. Sur un lit dans mon bureau. Sans lumière. Sans lumière. Sans lumière, dans votre bureau. Sans lumière dans mon bureau, c'est bien. Vite fait, bien fait. Je ferai de mon mieux. À bientôt, monsieur Hoffmann. Chérie, samedi prochain, nous aurons des invités de marque à dîner. Air ambassadeur Otto Abetz. Exactement, Otto Abetz et son épouse. C'est une blague. J'allais oublier. Oh, du champagne, Otto, vous faites des folies. Ça nous a pas coûté cher. On l'a saisi chez un antiquaire homosexuel. Je crains que Suzanne ne soit en grande forme ce soir. Nous aimerions vous faire un dernier cadeau. On poursuit avec là aussi un spectacle qui avait été initialement programmé au printemps dernier, une pièce de théâtre toujours, qui s'appelle Les Grands Rôles. Les Grands Rôles est une pièce qui a été écrite par une compagnie qui s'appelle Les Mauvais Élèves. Alors les mauvais élèves ont comme marque de fabrique de travailler sur le répertoire d'auteurs classiques dont elle s'empare et qu'elle revisite. Précédemment, les pièces sur lesquelles elle avait travaillé s'appelaient Les Amoureux de Marivaux et Les Amoureux de Shakespeare. Et dans ces pièces, en fait, elles extrayaient des scènes d'amour, tout simplement, ou des scènes d'amoureux qu'elle revisitait. Dans cette troisième création, qui s'appelle donc Les Grands Rôles, la compagnie s'est attachée à sélectionner un certain nombre de pièces du répertoire classique, à en extraire des scènes, à en extraire des personnages, à les revisiter pour une sorte de best-of, ou pour une sorte de florilège ou d'anthologie, avec une approche évidemment à contre-emploi, puisque la compagnie est plutôt fantaisiste dans ses approches, elle est irrévérencieuse, mais à la fois fidèle et respectueuse dans le traitement des textes, puisqu'ils sont repris tels quels. C'est simplement les personnages qui sont à contre-emploi. Alors c'est absolument jubilatoire, on rit beaucoup, c'est une façon d'aborder évidemment des textes classiques du répertoire avec une entrée un petit peu nouvelle. On aborde par exemple le Cid, Hamlet, Richard III, L'école des femmes ou d'autres pièces de cette nature-là. On rit beaucoup, donc, et si vous aimez rire, si vous aimez les textes classiques, cette pièce est faite pour vous. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Je suis à toi cette nuit. Je suis ta femme. Vous m'aimez, je sais. Parce que je vous aime, voilà. Question.
Je vais maintenant vous parler d'un spectacle de magie nouvelle, de magie numérique, par un des grands artistes du genre qui s'appelle Thierry Collet. Thierry Collet est un précurseur de la magie nouvelle qu'il pratique depuis une vingtaine d'années. Il fait partie de ces pionniers qui ont donné ses lettres de noblesse à cette discipline artistique qui s'impose de plus en plus sur les théâtres de France, qu'il vaut d'ailleurs d'être invité dans le réseau des scènes nationales à travers toute la France. Son dernier spectacle s'appelle « Que du bonheur avec vos capteurs » et il traite de l'intelligence artificielle et des objets connectés qui nous promettent du bonheur, du bien-être, qui nous promettent un humain augmenté, sans limite. Et Thierry Collet pose tout simplement la question suivante: est-ce que ce ne serait pas une illusion? Est-ce qu'ils ne nous vendent pas du vent quelque part? Et donc il nous alerte sur le fait qu'à l'insu de nous-mêmes, eh bien, il y a un certain nombre d'informations, une quantité d'informations, une masse assez considérable en réalité, qui est transmise sans que nous le sachions véritablement. Donc en réalité, Thierry Collet, il ne fait pas comme les autres magiciens, il ne cherche pas à nous endormir, au contraire, il cherche à nous éveiller. Il cherche à nous éveiller au monde qui nous entoure, au monde de l'illusion, et à nous faire prendre conscience de la réalité des GAFA, de la réalité de ces objets connectés et de l'intelligence artificielle et des limites qui sont posées par ces nouvelles technologies. Parce que, comme je vous le disais, ce qu'il aime, Thierry Collet, ce n'est pas nous endormir, mais plutôt nous réveiller au monde dans cette proposition artistique qui mêle théâtre, magie classique et mentalisme. Alors ce spectacle vous est présenté dans le cadre du festival Numéricité, qui en sera à la 5e édition. Le festival Numéricité vous est proposé par la bibliothèque Georges Sand et il mêle littérature, nouvelles technologies et numérique. Je vous propose de regarder quelques extraits du spectacle. On peut vraiment se demander aujourd'hui si les machines ne sont pas devenues de meilleurs mentalistes que les humains. Et je fais quoi, moi, avec ça? Je résiste? Ou alors je pactise? Avec un petit malware de eye tracking, allez, à 80%, je dirais que vous pensez au mot inconvénient? Oui. C'est ça? C'est ça? Ah, non mais c'est dingue! En fait, t'es rentré dans son téléphone. Tu nous dis comment t'as fait? Non, tu vois, c'est un peu mon business, hein. Quand je vois les capacités de ces nouvelles intelligences artificielles, ça m'a donné envie de fabriquer mon double numérique. Mon réplica s'appelle aussi Thierry. Depuis quelques mois, on échange ensemble. J'ai demandé à Thierry comment lui présenterait ce tour. Chaque fois que vous sentez quelque chose, vous allez soulever votre bras droit, d'accord ? Ça, c'est le vôtre. Et ce portefeuille, il est totalement unique. Je dirais presque qu'il vous constitue, il est comme votre ADN. Infalsifiable, induplicable. On va essayer de fabriquer un double numérique de ce portefeuille. Au mois de novembre, nous accueillerons un spectacle d'humour avec un artiste qui s'appelle Alex Ramirez. Alex Ramirez s'est fait connaître d'abord à la télévision en intervenant dans des émissions d'humour avec, ou plutôt chez Laurent Ruquier sur France 2 et chez Yann Barthès sur TMC. Sensiblement viril est le nom de son dernier spectacle. Et ce titre est évidemment un oxymore parce que Alex Ramirez n'aime pas qu'on le range dans des cases toutes faites. Dans ce spectacle, il nous raconte sa vie de trentenaire qui s'engage dans une relation de couple. Il revient avec humour sur la condition des hommes aujourd'hui en France. Et notamment, il dynamite les clichés et les stéréotypes en posant des questions comme « Est-ce qu'un homme peut être viril? Est-ce qu'un homme peut être sensible ?» Alors il fait tout ça avec beaucoup de légèreté, de piquant et surtout d'autodérision, puisqu'il parle de lui-même. Il se moque de lui-même et de son zèle superficiel à pratiquer du sport. Et puis il se moque un petit peu des autres, de ceux qui souhaitent, qui veulent le ranger dans des cases, justement. C'est un spectacle jubilatoire, drôle, très drôle même. Et puis il a un petit plus, c'est qu'il est surprenant. Il est surprenant de franchise et il est surprenant de sincérité. Et c'est ce qui fait la différence avec d'autres spectacles d'humour. C'est ce qui fait la différence parce que ça lui donne de la profondeur. Je vous invite vraiment à venir voir ce spectacle. Alex Ramirez, sensiblement viril.
Non mais c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais comment vous dire, j'ai tellement rien à raconter là-dessus. C'est affligeant, je suis hyper banal. Hein. Je suis même un peu déçu. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors oui. Si. Clairement, il y a un truc en plus. Non, mais je veux dire, au niveau de mon quotidien, je sais pas, peut-être que ça allait apporter un peu de fun, un peu de piment, une vie un peu dissolue. Ouais, les PD, enfin, j'en sais rien, tiens. Je me doute bien qu'on allait pas passer nos journées à twerker dans des paillettes, mais quand même. Ne serait-ce que pour mon entourage. Tu sais, je pensais que leur dire, ça allait provoquer des réactions fortes. Des comment, des quoi, des... Rien du tout, nul. Ma mère, sa réaction, je vais vous la faire. Ah, ok, d'accord, tu mets ton bol dans l'évier? Mon père, elle a dit quoi, ta mère? Ok, bon, bah ok, d'accord. Ma grand-mère, oh, bah tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. Heureusement pour moi, le fait que je suis pas tout à fait comme tout le monde, il y a mon frère. Ouais. Ah, mon frère, tu sens que non, il est pas fan de tout le concept. Je pense tout simplement que mon frère est jaloux. Mais tellement que je sois tranquille entre mecs alors qu'il est coincé avec une femme et 2 petites filles à jouer à la dinette. Oh la honte. Mon frère, c'est simple, ça fait 4 ans qu'il se mate la Reine des Neiges tous les matins et qu'il boit son café dans les tasses Hello Kitty. Alors, c'est qui la tarlouse? Flea, c'est le nom du spectacle de danse hip-hop auquel nous vous convions au mois de novembre. C'est également le nom du personnage, lunaire, un peu clown, entouré d'autres personnages dans ce spectacle qui évolue dans un monde singulier, très singulier même, puisque c'est un spectacle qui mêle la danse contemporaine et la danse hip-hop, les arts du cirque, les arts du clown et l'acrobatie, avec des clins d'œil au mime, et notamment au cinéma muet de Buster Keaton ou de Charlie Chaplin. C'est donc un spectacle très très riche visuellement, qui s'appuie sur les performances des danseurs qui sont absolument époustouflantes. Ils ont une technique irréprochable, une puissance physique impressionnante. Mais au-delà de ça, ce qui se dégage, c'est de la poésie. Et de cette poésie naît de l'émotion, parce qu'on est véritablement touché par ce spectacle, et la magie opère, quelque chose se passe. C'est un spectacle dans lequel les enfants, évidemment, se retrouveront, mais également les adultes qui retrouveront pas mal de rêves d'enfants, à travers notamment les clins d'œil au cinéma muet, aux arts du cirque. C'est évidemment un spectacle à voir et à partager en famille à partir de 6 ans. Il vous est proposé dans le cadre du festival Calypso. Le festival Calypso est un festival de danse hip-hop qui rayonne sur l'ensemble de l'Île-de-France, avec qui nous travaillons en partenariat. Et grâce à ce partenariat, si vous venez assister à ce spectacle, à Flea, vous aurez la possibilité de vous rendre dans n'importe quel spectacle programmé dans le cadre de ce festival. Et grâce à ce partenariat, donc, vous aurez droit à un tarif préférentiel.
Vous le savez peut-être, cette année nous fêtons le 250e anniversaire de la naissance du compositeur Ludwig van Beethoven. Il est donc né en 1770 et en 1789, au moment où éclate la Révolution française, Beethoven a 19 ans. Il est d'emblée séduit par les valeurs portées par la Révolution française, les valeurs de liberté, les idéaux d'égalité, et il s'enthousiasme pour ces valeurs qui se répandent à travers toute l'Europe. En 1803, il décide de commencer la composition de la symphonie numéro 3, et il la dédie à celui qui, à ses yeux, incarne ces idéaux de liberté et ces valeurs républicaines. Il s'appelle Bonaparte, c'est le général Bonaparte. Donc il commence sa composition, et puis il apprend que son héros, le chantre de la liberté, Bonaparte, s'est fait proclamer empereur. Il retire donc sa dédicace, et il la nomme héroïque. Beethoven, à sa façon, souhaitait aussi révolutionner la musique en la sortant des cadres contraints, quitte à choquer le public de l'époque. La troisième symphonie est révolutionnaire par sa durée, elle est 2 fois plus longue que d'ordinaire, elle est révolutionnaire par son énergie, et elle est également révolutionnaire, disent les spécialistes, par son écriture complexe. C'est donc un moment clé dans l'histoire des symphonies qui a révolutionné le genre. Mais ce qui a été révolutionnaire hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. L'histoire de l'art en général et l'histoire de la musique en particulier l'a montré à maintes reprises. C'est donc ce programme dédié à Beethoven que nous vous présenterons ce soir avec la troisième symphonie de Beethoven qui sera interprétée par un orchestre que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir ici à l'auditorium, puisqu'il s'agit du Paris Mozart Orchestra. Alors, ce que vous allez écouter là dans quelques instants n'est pas une œuvre extraite du programme qui vous sera présenté. Ce sera le Paris Mozart Orchestra, mais avec un contemporain de Beethoven qui s'appelle Joseph Haydn. C'est le moment de voyager vers d'autres contrées, des contrées destinées au jeune public, avec un spectacle dont Patricia va nous parler. Du cinéma au théâtre. Vous allez me dire une drôle d'idée. Pas tout à fait. En nous transportant au début du XXe siècle, la compagnie Les Trottoirs du Hasard et les Tréteaux de la Pleine Lune vont vous faire découvrir l'univers des studios de cinéma. Ils vont vous raconter l'histoire d'une rencontre entre la littérature et ce nouvel art, le cinéma. Nous sommes en 1910. Georges Méliès, premier illusionniste du cinéma, est en rupture d'inspiration. Ces comédiens, grâce à une machine extraordinaire, vont réussir à faire revenir Jules Verne le temps d'organiser une rencontre avec le cinéaste. À eux deux, un scénario inspiré des œuvres de l'écrivain va voir le jour. Et c'est le début de l'aventure des voyages fantastiques. Georges Méliès, à nouveau très inspiré, va vous permettre d'assister au tournage. Les effets spéciaux de l'époque vont vous faire sourire, mais la magie est bien là. Le jeu des comédiens du cinéma muet va vous surprendre sans vous déranger. Il y a du rythme, des rires et beaucoup de complicité sur scène.
Laissez-vous emporter dans le monde imaginaire de Jules Verne et de Georges Méliès pour ce spectacle à partir de 6 ans jusqu'à 77 ans et plus. Monsieur Joubert, nous vous avons fait revenir en 1910. Je brûle de le rencontrer, votre monsieur Méliès. Je vous écris l'histoire et vous la mettez en image. Inventez-moi une histoire où se croiseront tous vos grands héros. Faisons-les voyager sous la terre, dans les mers, sur la lune et au-delà. Il faut faire rêver les spectateurs. Après Jules Verne, on reste dans le monde de l'enfance avec un spectacle qui, cette fois-ci, nous emmène dans l'univers des contes des frères Grimm avec l'un des plus connus qui s'appelle Hansel et Gretel. Vous connaissez tous l'histoire de ces deux enfants, un frère et une sœur, perdus dans leur forêt, abandonnés par leurs parents, par peur de la famine. Ils tombent sur une maison faite de gâteaux et dont les murs sont en pain d'épices. Les gourmands apprécieront sûrement, mais la sorcière Guette, c'était un piège dans lequel elle les a attirés et elle souhaite les engraisser pour mieux les manger. Heureusement, l'histoire se finit bien puisque les enfants finissent par s'échapper. Cette histoire, ces aventures, vous seront racontées sous forme d'un opéra-conte par l'Orchestre national d'Île-de-France sous la direction de Romain Dumas, avec 3 solistes dans le rôle des protagonistes. Nous n'avons pas d'image à vous montrer, malheureusement, parce que le spectacle est en cours de création, mais c'est un spectacle à voir évidemment en famille à partir de 6 ans. Nous sommes toujours en décembre avec le traditionnel rendez-vous des concerts de la solidarité au bénéfice des Restos du Cœur. C'est un rendez-vous qui vous est proposé traditionnellement au mois de décembre. Alors les Restos du Cœur ont été fondés, comme vous le savez, par Coluche il y a 35 ans. C'est un appel à la générosité qui est plus que jamais d'actualité avec le contexte que vous connaissez. Donc tous les talents associatifs laïciens se sont mobilisés pour la circonstance sous la direction des professeurs de la FDCCS Frédéric Senizergue et Philippe Ray. Notez ces dates sur vos tablettes. Les 11 et 12 décembre prochains, les concerts de la solidarité au bénéfice des Restos du Cœur. On va commencer l'année avec une pièce du répertoire classique, une pièce de théâtre de Molière qui s'appelle Le Malade imaginaire. Le Malade imaginaire est une comédie en 3 actes qui a été représentée en 1672 sur la scène du Palais Royal. Molière l'aurait écrite suite à un pamphlet qui aurait été écrit contre lui en 1670 et qui s'appelait Élomire Hypocondre. Élomire étant l'anagramme de Molière, il mettait en scène un malade imaginaire. Dans cette pièce, Molière dresse un portrait féroce, une satire en fait, de la médecine de l'époque, qui masquait son ignorance derrière des mots abscons, derrière des mots savants. Ce sont des pédants plutôt que des scientifiques, avec des pratiques d'un autre temps qui remontent à l'Antiquité, comme la saignée ou les lavements. L'histoire met en scène un personnage qui s'appelle Argan, qui pense être malade alors qu'il est en parfaite santé. Son épouse Béline est aux petits soins avec lui, mais en fait elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir disposer de son héritage. Quant à la fille d'Argan, Angélique, elle est sincèrement préoccupée par l'état de santé de son père et elle est amoureuse d'un homme qui s'appelle Cléante, mais son père souhaite la marier à un médecin pour faire des économies. La mise en scène est efficace et très ingénieuse. Elle est signée de Jean-Philippe Daguerre, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour Adieu Monsieur Hoffmann. Elle est d'une belle modernité et elle incite à aller voir cette pièce non seulement pour la langue de Molière, bien sûr, mais pour cette modernité dans la mise en scène. Oh ça, ma fille, on vous demande en mariage. Allons, qu'on
suis malade. Ah. Si je suis malade, un Eh putain... bien oui, monsieur, vous êtes malade. Oui. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade. Et bien plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Messieurs... Ah bah c'est un bon impertinent là que votre Molière, avec ses comédies. Et je trouve bien plaisant d'aller jouer donner de gens comme les médecins. Quoi? L'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? La saison dernière, et pour la première fois, nous avons invité l'opéra à Laï, ou plutôt sur la scène du cinéma La Tournelle, avec la diffusion d'un opéra capté à l'Opéra de Paris. Et nous avons souhaité rééditer cette expérience qui s'est bien passée l'année dernière en vous proposant pour cette saison un opéra bouffe de Mozart qui a été créé en 1786, Les Noces de Figaro. Un opéra bouffe est un opéra léger, comique, qui s'inspire des codes de la comédie, et les opéras bouffe étaient très en vogue en fait au XVIIIe siècle. Elle est inspirée, cette histoire, Les Noces de Figaro, de la pièce de Beaumarchais qui s'appelle La Folle Journée ou Les Noces de Figaro, qui ont beaucoup plu à Mozart, qu'il a proposé un librettiste qui s'appelle Daponté pour en tirer un opéra. Ils ont travaillé ensemble et la première représentation n'a pas pu avoir lieu parce que la satire n'a pas plu aux autorités politiques de l'époque à Vienne. Donc Daponté et Mozart se sont entendus pour retirer ce qui déplaisait aux autorités pour laisser à l'opéra la possibilité d'exister. L'action se déroule près de Séville, en Espagne. On y retrouve Figaro, anciennement barbier, qui va épouser sa belle, Suzanne, elle-même camériste auprès de la comtesse Almaviva, mais le comte Almaviva a des vues sur Suzanne. Et c'est là que ça se complique avec des quiproquos, des péripéties qui s'enchaînent. Il en découle des cache-cache amoureux, des manipulations et des vengeances. La version qui vous est proposée est celle mise en scène par Giorgio Strehler, qui est considéré comme la référence de l'Opéra de Paris, qui d'ailleurs a été reprise à l'Opéra à la Scala de Milan. Je vous donne rendez-vous donc au cinéma La Tournelle, dont je remercie toute l'équipe de nous accueillir pour cet opéra. Dai farfallone amoroso, notte giorno di corno girando, delle belle trovando riposo, Narcisetta dolcino d'amor. Delle belle trovando riposo, Narcisetto dolcino d'amor. Fra me fa farbato, la busta stretto sacco, schioppo in spalla, sciapa al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fianco una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi serioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio fanti spiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. On en vient à une petite surprise réservée aux abonnés de la saison. Alors je rappelle le principe de l'abonnement qui est accessible dans une formule à partir de 3 spectacles. Et le spectacle dont je vais vous parler sera offert cette année, en plus des spectacles qui auront été choisis dans le cadre de la formule. Alors ce spectacle est une pièce de théâtre qui s'appelle Donnant, Donnant, qui a été présentée à Paris
l'hiver dernier, qui a rencontré un grand succès. Et nous accueillerons la pièce pour une résidence de reprise de tournée en janvier 2021. Elle sera donc présentée en avant-première avant cette reprise de tournée ici à l'espace culturel Dispan de Florent. Il s'agit en fait d'une histoire qui raconte une soirée entre deux couples d'amis qui ont chacun quelque chose à demander à l'autre. C'est un marché en fait. C'est donnant-donnant. Alors l'enjeu est énorme parce qu'ils risquent de changer leur vie. Les interprètes sont formidables et comme des personnages qui ne sont pas toujours faciles d'ailleurs et qu'ils arrivent à rendre attachants. Nous vous donnons donc rendez-vous pour cette pièce qui a été écrite par Anne Bouvier, que nous avons eu le plaisir d'accueillir pour ceux qui s'en souviennent pour le spectacle Mademoiselle Nolière qu'elle avait interprété ici sur le plateau de l'espace culturel Dispan de Florent. Alors, 10h donnant, on y va. On y va. Lui, c'est mon vieux pote de toujours. De toujours, c'est peut-être un peu beaucoup, non? Bastien, si tu l'écoutes, il serait ami avec la Terre entière. Ah, la Terre entière, peut-être pas. Par exemple, les dictateurs, je prends pas. C'est pas facile de savoir qui sont vos vrais amis. Tu dirais quoi, toi? Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui prend le temps de t'écouter et surtout qui ne te juge jamais. Comme moi. Et toi, t'es pas mon ami, t'es mon mec. Ah oui, merde. Ah oui. Ça compte pas alors? Non. Alors moi, un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux demander n'importe quoi, n'importe quand. Justement... Justement quoi? Vas-y, c'est le moment, là. Oui, je crois qu'il y a mon ami qui veut me demander quelque chose. Oui. Tu veux ma bagnole? Ah bah non, j'ai plus le permis. Tu veux qu'on te prête de l'argent? Non. Vas-y, je te dis. Oui, je voulais... Vous pouvez arrêter de filmer, s'il vous plaît? Non, mais s'ils veulent savoir, ils ont qu'à venir aussi. L'histoire du rock pour les enfants, ça vous dit? Patricia va vous en parler. Si je vous dis Robert Johnson, Chuck Berry, les Beatles, Deep Purple, Michael Jackson, Queen, Bruno Mars, vous allez me répondre musique? Certains noms vous sont peut-être inconnus, peut-être familiers. Et si je vous invitais à découvrir ou redécouvrir ces musiques avec vos enfants ou petits-enfants? C'est ce que je vous propose avec Little Rock Story de la compagnie La 7e Oreille. 4 musiciens sur scène avec l'envie de transmettre cette musique intergénérationnelle, avec l'envie de raconter le rock aux plus jeunes. Ça commence en acoustique. Seul sur scène, le chanteur Claude Whipple chante du blues. Il est rapidement interrompu par les 3 autres musiciens pour d'autres mélodies, dont un incontournable, Elvis Presley. Puis l'histoire avance. Et lorsque l'électricité s'invite dans les guitares, les sonorités changent, la musique évolue à nouveau. Au même moment apparaît un drôle de personnage, extravagant, trublion, l'alter ego du chanteur, qui va taquiner les musiciens, leur lancer des défis pour votre plus grand plaisir. Little Rock Story est un vrai concert à partager en famille à partir de 6 ans ou entre amis. Je leur laisse la parole. Little Rock Story, c'est avant tout l'histoire du rock, comme son nom l'indique. On raconte depuis ses origines, le blues acoustique. Jusqu'à nos jours. En partant de l'électricité, qui a un rôle majeur dans tout le spectacle, c'est un peu notre fil rouge. En gros, on joue un peu avec la panne de courant, avec la grosse prise qu'on enclenche, qui va générer des événements inattendus. Donc Robertson, c'est mon alter ego. Il vient aussi nous embêter, nous apporter des choses, nous critiquer, faire rebondir en fait le spectacle. La suite de l'histoire, c'est le... Mais ouais. C'est le... C'est C'est à la fois mon allié et mon empêcheur de tourner en rond. On veut que ça saigne, là! Mais justement, excusez-moi, Robertson, on avait prévu de faire un duel de... non, mais qu'est-ce qu'il attend, alors? Après Alex Ramirez, place à une humoriste féminine, Bérangère Krief. Bérangère Krief,
s'est fait connaître comme comédienne et humoriste, et on l'a décrit comme une fille pétillante, en décalage peut-être, avec son allure générale qui fait d'elle une petite fille modèle à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Son dernier spectacle s'appelle tout simplement Amour. Et derrière ce titre, Bérangère Krief nous raconte très simplement son parcours sentimental chahuté. Et elle offre de partager avec nous une part de son intimité avec beaucoup de sincérité, parce que ce qu'elle aime, elle le dit elle-même, c'est partager. Et elle a pas mal de choses à nous raconter sur sa vie amoureuse depuis son adolescence. C'est un spectacle plein d'autodérision, dans lequel elle interroge avec beaucoup de justesse sa relation à la féminité et à l'amour. Et c'est un spectacle dans lequel elle assume ses contradictions, elle apparaît parfois forte et parfois fragile. C'est une personnalité avec plein de facettes différentes, très colorées, qui s'illustre par exemple dans les choix musicaux de la bande-son, où on passe de Nicole Croisille à Aya Nakamura. C'est donc un spectacle qui est à la fois drôle et touchant, dans lequel il y a de l'émotion et beaucoup d'espoir. En résumé, c'est un spectacle positif qui fait du bien. Pour que ce soit plus marrant, je me suis dit que j'allais vous raconter ma journée inversée. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'inverse de ce qui s'est vraiment passé. Donc ma journée inversée, elle commence toujours pareil, c'est-à-dire je me réveille parfaitement reposée, puisqu'évidemment, comme je me l'étais promis, je me suis couchée tôt, après avoir bu uniquement des shots de vervet de menthe dans le bar où j'étais la veille. D'excellente humeur, je vais dans ma salle de bain, et là, comme d'hab, en fait, je me regarde de dos dans le miroir, je me dis « Ouh là là, dis donc, faut vraiment que j'arrête mon régime, moi. » Ensuite, tout en prenant mon petit déjeuner, en fait, je regarde l'Ardif des ch'tis à Bangkok. Alors là, Jessica, Kevin et John David, en fait, ont un débat très, très animé autour de la place de l'être et du non-être dans l'œuvre de Kant. Passionnant, hein, passionnant. Mais il est déjà l'heure d'aller au boulot, ce qui me réjouit vraiment. Je vais ensuite prendre le métro. Là, comment dire, je perds un peu de temps. C'est-à-dire le temps de saluer toutes les autres personnes présentes dans ma rame. On se fait la bise, on échange quelques mots, quelques sourires évidemment, comme tous les matins. Là, les portes s'ouvrent, entre un SDF qui manifestement a mis un peu trop de parfum. Ça sent Chanel numéro 5 dans toute la rame. Bon, 2 stations plus tard, je vous le donne en mille, qui débarque ? Le grand orchestre philharmonique de Bulgarie au grand complet. Et il nous joue en sourdine de grands airs de musique. Alors évidemment, là, tout le monde se rue vers eux pour leur donner de l'argent. Mais ils refusent. Bon. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? On connaît tous la réplique culte d'Arletty, celle sur l'atmosphère, qui l'a rendue célèbre. Mais on connaît un peu moins le destin de ce personnage hors du commun, qui avait un amour sans limite pour la liberté, une liberté qu'elle revendiquera jusqu'à la fin de sa vie. Avec elle, ça a une part de la vie artistique du milieu du XXe siècle à laquelle on accède. Arletty a travaillé avec les plus grands cinéastes de l'époque, Marcel Carné par exemple. Elle a également travaillé avec Jean Cocteau ou avec Jacques Prévert. Et elle a également tourné avec des comédiens de l'époque comme Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault, Michel Morgan ou encore Michel Simon. Arletty, c'est aussi une filmographie impressionnante. Hôtel du Nord, Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir. Arletty, c'est aussi une façon d'aimer la liberté. C'est elle qui guidera ses choix tout au long de sa vie, à un point qui l'amènera à s'affranchir des conventions, des codes et à se moquer du qu'en dira-t-on. Ça la mettra également en danger, notamment lorsqu'elle tombe amoureuse d'un officier allemand durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui vaudra d'être accusée de collaboration. Mais à l'issue de la guerre, elle montrera encore sa farouche volonté d'indépendance et elle se remettra dans ses choix de liberté en refusant une demande en mariage de cet ancien officier allemand. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty est une comédie musicale qui retrace sa vie, et c'est Arletty qui est la maîtresse de cérémonie. Elle passe en scène sa vie, nous emmenant de Courbevoie, de son appartement de Courbevoie, au Music Hall, nous fait traverser la belle époque, 14-18, la Seconde Guerre mondiale, les années folles. C'est ébouriffant, les comédiens sont excellents.
Il n'y a pas de jugement dans cette pièce. Cet incroyable destin est magnifiquement interprété, incarné par Élodie Menant, qui est également la co-autrice de ce spectacle. Vous verrez, vous sortirez de cette comédie musicale fasciné par cette femme au destin hors du commun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, je passe ma vie en revue. Les chansons, c'est bien joli, mais c'est rien que de la distraction. C'est pas pour toi tout ça, Maléo. Tu m'as toujours dit que l'amour, c'est pour les riches. Et alors? Je vais m'enrichir. Léonie! Bah quoi, Léonie? Je ne sais pas, je trouve que ça ne vous va pas très bien. Toi, t'es une future vedette des revues du tout Paris. Faut un nom qui sonne anglish. Arletty. Aimé. Je vous en prie, laissez-moi espérer. Je mettrai Paris à vos pieds. Mais il l'est déjà. T'es une gentille fille, hein, mais t'es pas là. Bah comment ça, je suis pas là? Non, t'es du vent, t'es un courant d'air. De mon âme de parisienne. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bonne pêche et bonne atmosphère. Coupé. Mademoiselle Arletty, pétainiste ou gaulliste? Gauloise. Mais vous êtes qui, vous? Nous sommes de ceux qui n'apprécient pas vos fréquentations. J'aime la France, j'aime votre esprit. C'est un esprit libre. J'ai mis un peu de joie dans le cœur des gens. C'est pas un crime que je sache. Nous cherchons à savoir ce que vous saviez. Tu veux qu'on fasse une pause? Oh non. Non, allez, y a pas d'entracte dans ma vie. Allez, joue-moi quelque chose. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty? C'est joli. Chanter, danser, un peu de drôlerie, c'est pas fini. Mesdames, messieurs, non, dans la vie, on ne s'appesantit. Je vous dédie ma grande gueule d'Arletty. En mars, la ville se mobilise pour les droits des femmes. D'une journée nationale, elle a souhaité élargir sa programmation tout au long du mois. Vous avez certainement déjà assisté à une séance de cinéma à la Tournelle proposée traditionnellement le 8 mars, ou vu une exposition à la bibliothèque, ou encore d'autres propositions programmées au fil des ans. En mars 2021, une pièce de théâtre vous sera proposée. Elle sera notre fil rouge pour le reste de la programmation du mois des droits des femmes. Cette pièce, Gardienne, de la compagnie La Pierre Brute, qui touchera les jeunes femmes, les mères et les grands-mères, mais aussi les hommes, est un seul en scène dans laquelle Fanny Cabon va vous raconter les petites histoires secrètes d'une lignée familiale, la sienne, de 1920 à nos jours. Dès le début, la comédienne ose nous faire entrer dans l'intimité de ces femmes ordinaires, qui découvrent l'amour, la sexualité, la maternité, désirée ou non. Parfois les mots sont crus, mais jamais pour choquer, juste pour traduire la terrible vérité. Et parfois les mots sont drôles, parce que sans humour, il est difficile d'affronter le quotidien. Fanny Cabon interprète ces 10 personnages, tout en finesse et émotion. Cette pièce ne vous laissera pas indifférent. Vous allez rire, peut-être essuyer une larme, et sûrement vous révolter. J'ai élevé ma fille, toute seule. J'ai trouvé du travail. Je l'ai emmenée à l'école. J'ai été la chercher. J'ai fait les courses avec elle. Le ménage à manger. J'ai été à tous les rendez-vous. J'ai déménagé, monté des meubles, des étagères. J'ai percé, cloué, vissé, bricolé, porté. J'ai fait la cuisine. J'ai ouvert des bouteilles de vin. J'ai fait des valises, toute seule. J'ai mis le papier peint sur les murs, la peinture au plafond. Je suis toute petite, parce que quand je suis née, je suis morte. Je suis morte quelques minutes, m'a dit maman. Et puis ils m'ont mis une grande baffe. Et j'ai poussé un cri. Oh, j'ai pris du plaisir au début. Après, j'ai eu 60 ans de deuil. Je risquais la peine de mort. Le maréchal, nous voilà, avait fait une loi qui disait que l'avortement était un crime d'État. Oui, un crime d'État, puni de mort. Me voilà-t-il pour que j'avais commis un crime contre l'État? Pas plusieurs même, tu penses? Les gamines d'aujourd'hui, elles savent pas la chance qu'elles ont.
La pilule, les médicaments, les anesthésies, elles savent pas. Elles pensent que c'est normal, que ça a toujours été. Mais non, il y en a qui sont mortes pour ça. La machine de Turing. Vous avez peut-être entendu parler de ce mathématicien anglais génial qui s'appelle Alan Turing. Alan Turing a été recruté par les services secrets anglais durant la Seconde Guerre mondiale pour casser les codes de la machine Enigma conçue par les Allemands pour chiffrer leurs messages. Ces recherches ont permis de casser ce code et de gagner un temps précieux et de sauver des vies, beaucoup de vies. Mais ce travail était secret. Il n'a été connu du public que dans les années 1970. Alan Turing est considéré comme l'inventeur de l'informatique. Il est également considéré comme, à travers la machine qu'il a inventée et qui porte son nom, la machine de Turing, comme le père de l'ordinateur moderne. Alan Turing a travaillé sur l'intelligence artificielle et a créé ce qu'on appelle le test de Turing, permettant de déterminer si on a affaire à un homme ou à une machine. C'est donc un destin hors du commun, un authentique génie qui était homosexuel. Et à l'époque de l'Angleterre de l'après-guerre, c'était mal vu, puisque l'homosexualité a été considérée comme un délit jusqu'en 1967. Il a donc été condamné comme tel. Et ce n'est qu'en 2013 et à titre posthume qu'Elisabeth II l'a réhabilité, soit 55 ans après sa mort. C'est donc l'histoire de cet homme au destin exceptionnel qui nous est contée à travers cette pièce, magnifiquement interprétée par Benoît Solès, qui est également l'auteur de cette pièce, dans une mise en scène de Tristan Petit-Gérard, et tous deux ont été récompensés par un Molière pour leur performance. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec monsieur Murray? Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul, dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Tu es viré! Non, 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 non! La plaisanterie est terminée! Non! Échec et mat. Pauvre fou. Difficile d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. Et nous arrivons déjà à la fin de cette saison avec une pièce qui s'appelle « Qui a peur ?» de Marie Curie. C'est un autre destin exceptionnel après celui de Alan Turing, puisque Marie Curie est la première femme à avoir reçu le prix Nobel, la seule femme à l'avoir reçu 2 fois et la seule personne à l'avoir reçu dans 2 disciplines différentes, la physique et la chimie. Rajoutez à cela qu'elle est la maman, la mère, d'un futur prix Nobel, Irène Joliot-Curie. Ça fait pas mal pour une seule personne. Mais tout n'était évidemment pas gagné, puisque réussir dans le monde scientifique à l'époque où elle a vécu, c'est-à-dire au début du XXe siècle, n'allait pas de soi pour les femmes. Marie et sa sœur Bronia sont nées en Pologne. Toutes les deux sont brillantes et rêvent de poursuivre leurs études supérieures, d'abord en Pologne, puis en France. C'est Bronia qui arrive la première en France. Quant à Marie, elle s'engage comme institutrice pour pouvoir financer les études de sa sœur. On a donc affaire à 2 femmes courageuses, qui ont foi en l'éducation et en la connaissance, et qui feront face à des hommes qui jugent que les femmes sont par nature inaptes aux tâches intellectuelles. Elles ont donc dû beaucoup se battre
pour gagner leur place sur les bancs de l'université. Cette pièce est une création originale de Wilfried Bosch de la compagnie Les Muettes Bavardes, que nous avons eu le plaisir d'accueillir sur le plateau de l'espace culturel d'Isport de Florent à l'occasion de la présentation du spectacle Les Trois Brigands. Nous les accueillerons de nouveau en résidence et la pièce aborde donc la vie de Marie Curie sous un autre angle que celui de la scientifique qu'on connaît, qui a été un des acteurs majeurs des bouleversements scientifiques du début du XXe siècle. Elle propose en effet un point de vue davantage basé sur la longue route de l'émancipation de la femme. Le théâtre d'objets et le théâtre de marionnettes, qui feront la marque de fabrique de la compagnie, seront présents pour cette nouvelle création. Et c'est conçu à chaque fois comme un outil pédagogique et un objet de divertissement qui permet d'aborder des sujets complexes de façon ludique. C'est un spectacle à voir en famille à partir de 11 ans. Nous arrivons au terme de cette présentation de saison. Un petit mot simplement pour vous rappeler que vous avez la possibilité de vous abonner. Je rappelle que la formule d'abonnement est accessible à partir de 3 spectacles. Elle vous offre un tarif avantageux et qu'elle vous donne une priorité de réservation du 24 juin au 30 juin. Elle vous donne aussi cette année la possibilité d'accéder au spectacle donnant-donnant puisqu'une place vous est offerte avec votre abonnement. Vous dire aussi simplement qu'à partir de la saison prochaine, nous nous équipons d'un nouveau logiciel de billetterie qui permettra un contrôle sans contact, qui permettra également d'imprimer son billet à domicile pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous voir très bientôt et je vous souhaite une excellente saison 2020-2021.